Donc, on est bien dans la présentation, la résolution de problèmes avec les élèves allophones nouvellement arrivés. Oui, comment? Donc, on nous pose souvent la question, justement, je ne peux pas faire de résolution de problème. Les élèves n'ont pas assez d'apprentissage dans la langue française, donc dans la L2. Donc, trop de mots, contexte peu familier. Donc, comment je peux m'y prendre? Donc, en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment peut-on s'y prendre? Donc, tout de suite, on va débuter. Vous allez déjà être mis en action. Donc, en fait, ici, vous pouvez répondre dans le clavardage. Donc, on ne va pas faire autre chose. Vous allez pouvoir commencer. Donc, commençons par résoudre ce problème. Donc, je vous donne un problème. Des nombres entiers particuliers. Certains nombres positifs de 3 chiffres ont la particularité que la somme de ces 2 chiffres à gauche est égale à son chiffre à droite. Par exemple, 156, 1 plus 5, ça donne 6. OK, donc les 2 chiffres de gauche, la somme des 2 chiffres de gauche donne le chiffre de droite. Combien de nombres entiers positifs à 3 chiffres ont cette particularité? Je vous laisse 2 minutes. Vous pouvez griffonner sur une feuille puis écrire des idées de stratégie dans le clavardage. Puis Claudine, je vois tes petites étiquettes là, que tu as présentées lors de la dernière conférence. Là, je vois que C'est la ça. Vous stratégie que pouvez, j'utilise. on va y revenir tantôt aux petites étiquettes, effectivement. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là aux causeries, pour soutenir en fait le développement de la L1, de la L2 de vos élèves, d'utiliser des débuts de phrases pour les aider à exprimer leur stratégie. On va y revenir aussi tantôt. Geneviève, que me vaut cette réaction dans la conversation? C'était juste pour souligner que j'avais le problème. Oh, quelle question intéressante! Donc, ceux qui veulent commencer à noter des petites choses ou simplement ouvrir votre micro et à partager aussi, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de le résoudre complètement, on se comprend, on vivra quelques petites frustrations aujourd'hui de ne pas terminer toutes les résolutions de problèmes puisqu'on n'a que 40 minutes avec vous. Mais s'il y en a qui veulent commencer à exprimer leurs idées, vous pouvez ouvrir votre micro, là, il n'y a personne qui va vous barrer le micro. Comment vous l'avez réfléchi? On est 99, il devrait y avoir quelqu'un qui a réfléchi à quelque chose. Je pense que oui. Même si ce n'est pas une réflexion qui est tout à fait achevée. Janie. Bon, ben, je vais casser la glace. OK? Donc, je casse la glace pour tout le monde. Là, ce que je me dis, c'est que si on veut que ça soit 3 chiffres, il faudrait que la somme soit en bas de 10. OK? Première réflexion, parce que là, j'en ai sorti quelques-uns, là, puis là, on dirait que je pense que je ne finirais pas de le faire. Fait que première réflexion, c'est je me suis lancée. Fait que il n'y a pas de mauvaise réponse, tout le monde, là, gênez-vous pas. Je vois Gabrielle. Gabrielle. Ah, il y a Gabrielle qui a la main levée. Vas-y, Gabrielle. Oui, en fait, là, je me régule au fur et à mesure, mais tu sais, j'aimerais tenter spontanément une réponse qui est les 2 premiers chiffres seraient inférieurs au dernier chiffre de droite pour que ça fasse cette somme-là, mais non, ça ne s'applique pas dans tous les cas. J'inscrirais toutes les parties bleues possibles, 0 à 9. Et ensuite, je me demanderais quelles sont les équations possibles des 2 nombres à un chiffre. Excellent. Nathalie Sarrazin, je ne suis pas surprise que tu aies déjà trouvé la réponse. 45, est-ce possible? Donc, 45 est bien le nombre de chiffres possibles qui ont cette particularité. Donc, comment, Nathalie, est-ce que tu pourrais t'ouvrir ta caméra et ton micro pour nous indiquer comment tu vas procéder? Bon, par énumération, alors, tu peux ouvrir. bonjour Claudine, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Dans le fond, moi, j'ai commencé avec ma centaine. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, je commençais avec ma centaine. Bien, je me suis dit 1 puis 0, ça me donne 1. Et j'ai fait toutes mes sommes possibles. Je les ai construits, mes nombres. OK, tu as écrit 101. Donc, 101, 1 plus 0 donne 1. Après ça, 112, donc 1 plus 1 donne 2. Après ça, 123, 1 plus 2 donne 3.
Et là, je me suis retrouvée à en avoir 9 dans ma centaine. Voilà. Donc, suite à ça, je suis allée voir dans mes 200. Mais là, c'est un 2 au départ, donc j'ai moins de possibilités. Donc là, je suis arrivée à 8 pour finalement me dire, bien, ça sera un de moins. Puis après, ça va se baisser à chaque fois. Et là, j'ai fait mon total que ça me donnait jusque dans les 900. OK. Donc, tu as observé une régularité dans ta Il y stratégie. avait une régularité exactement à chaque centaine. Là, j'ai comme un micro qui est ouvert, François. Je ne sais pas si tu peux gérer. D'aller au dossier scolaire, vérifier, voir si ça s'écrit comme ça et tu pourras. Là, il y a quelqu'un qui discute de dossier d'élèves. Là, juste peut-être fermer c'est vos fermé. micros, ça serait. Merci, François. Des fois qu'on entendrait des choses qu'on n'est pas censé entendre. Donc, merci pour la stratégie. Effectivement, donc, c'est une des stratégies possibles. En fait, ce qu'on veut avec les élèves, justement, ce n'est pas ici une difficulté du concept mathématique, on se comprend, c'est vraiment de faire développer, en fait, les stratégies. Donc, je vous présente la page suivante. C'est en fait de faire réaliser à nos élèves qu'ils possèdent des stratégies de résolution de problèmes. Ils en possèdent ou ils en découvriront au courant de l'année scolaire, donc à chaque fois qu'ils vivront. Donc, ça, c'est les stratégies qu'on retrouve dans la progression des apprentissages et dans le programme. On se rappellera que dans la progression des apprentissages, c'est toujours sous forme de questions. Donc, nous, on les a mis sous forme d'affirmation. Donc, je lis le problème, je me fais confiance, je me félicite, je relis le problème. Donc, on a affirmé des stratégies. On retrouve autant des stratégies d'organisation, des stratégies de résolution, des stratégies aussi affectives, hein? Donc, comment je me sens quand je fais une résolution de problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de lire les phrases avec vos élèves puisqu'ils sont en apprentissage de la langue. Donc, de s'assurer que les mots qui s'y retrouvent sont compris. Et en fait, c'est de leur demander quelles sont les stratégies que vous avez utilisées, quelles sont les stratégies qu'on a mobilisées pendant la tâche. Donc ici, si on les lit ensemble, bien, je ne les lirai pas tous avec vous, là, vous les voyez, mais donc dans le fond, c'est de dire quelles sont les stratégies que vous avez mises en action au moment où vous avez fait la tâche. Vous pouvez ouvrir votre micro sans lever la main, là, juste ouvrir votre micro puis nommer une phrase, par exemple. Dans celle qui se retrouve ici, laquelle vous avez mis que vous avez mobilisée. Faire des essais. Faire des essais. Dans le clavardage, il y a relire plusieurs fois. Ah, relire le problème. Oui, c'est petit, mais vous allez l'avoir après, là, dans un deuxième temps. Oui, c'est ça, c'est que tous ces documents-là, même le document va être accessible pour l'instant, il est juste dans un Canva, là, mais il sera accessible. Ben, si je réponds un petit peu pour vous là, avec ce que Nathalie a nommé, elle a observé des régularités. Hein, donc, elle avait 9 nombres, 8 nombres. Je me fais confiance, j'aime bien ça. Donc, effectivement, hein, de mettre de l'avant le fait que les élèves s'engagent et qu'ils ont confiance en eux. Je respecte des connaissances. Moi, mes connaissances. Moi, je respecte les régularités aussi. Je ne sais pas si je peux le dire. Les écritures mathématiques aussi. J'ai pas finalisé mes affaires, mais on dirait qu'il y en a 9 qui vont commencer avec 1 à la centaine, 8 avec le 2 à la 7. Est-ce que vous l'aviez dit, excusez? Oui, Nathalie avait nommé cette stratégie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, effectivement, c'est la régularité. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée ici des tâches qui permettent de mettre de l'avant les stratégies des élèves. Donc, le concept mathématique est accessible à tous. Donc, j'ai peut-être oublié de le dire, là, tout ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est autant pour le primaire que pour le secondaire. Hein? Donc, concept accessible à tous. Donc, on peut le faire vivre.
En fait, ben, on va commencer avec les intentions. Oui. Bien, en fait, on voulait vous faire vivre une petite activité pour vous plonger dedans, parce que les mathématiques, il faut les vivre hein, pour bien les comprendre. Donc, mais on a quand même des intentions avec vous aujourd'hui. Donc, on veut vous permettre de vivre des activités de résolution de problèmes en collaboration, la collaboration entre les élèves, bien évidemment. Varier les types de problèmes tout au long du processus d'apprentissage, donc soit en début, milieu, fin d'apprentissage. Puis réfléchir aussi au soutien nécessaire hein, pour favoriser l'apprentissage et de la langue et faire entrer, en fait, les élèves, là, vos élèves, là, dans des tâches de résolution de problèmes. Donc, ce sont nos 3 intentions. Bien ambitieuses là, pour 40 minutes. pour 40 minutes, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, petit mot de il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent, il faut plutôt créer des déséquilibres cognitifs, donc qui sont au cœur des apprentissages en mathématiques, dont la résolution de problèmes peut répondre à cette affirmation. Il faut plonger dans la résolution de problèmes pour être capable de déployer des stratégies puis d'apprendre des concepts. Donc, puis justement, comment créer le climat de classe? Donc, quand on parle de climat de classe dans la classe qui sont propices aux apprentissages, voici des éléments qu'on devrait retrouver dans une classe de mathématiques. Donc, tous les élèves sont engagés, les élèves posent des questions, les élèves collaborent. La classe est bruyante, hein? Donc, bruyante, mais on appelle ça un petit bruit pédagogique. Donc, on permet aux élèves l'enseignant circule, il observe les élèves. L'enseignant et les élèves ont du plaisir dans l'apprentissage. Les élèves font des erreurs et ils se réajustent, donc toute la place à l'erreur, surtout en résolution de problèmes, mais partout, mais en résolution de problèmes, on la retrouve beaucoup. Les élèves communiquent leurs idées, leurs stratégies, donc comment amener les élèves à partager justement leurs stratégies. C'est beaucoup plus facile quand on est en vrai qu'en virtuel, on s'entend. Tout ce qui est discussion mathématique, les entendre parler de mathématiques, nos élèves circuler, les entendre. Donc, voici ce qu'on devrait entendre en classe de maths et la résolution de problèmes nous permet d'entendre tout ça en même temps et de voir tout ça. Donc, on est parti, bien sûr, du référentiel en mathématiques. Donc, le référentiel nous parle de 3 intentions de la résolution de problèmes. Donc, on les a résumées dans un petit schéma. Donc, apprendre un concept, donc découvrir un concept, c'est une intention. Mobiliser et appliquer un concept. Développer des stratégies. Et au travers de tout ça, c'est bien sûr de développer le travail collaboratif avec les élèves. Donc, on s'entend qu'il existe toutes sortes de tâches et il n'y a pas une tâche que vous allez retrouver qui est écrite dans le haut, apprendre un concept. Il n'y a pas une tâche qui est mobiliser un concept. L'intention va dépendre du moment où vous allez vivre la tâche et l'intention vient de vous. OK? Donc, la tâche n'est pas construite avec une intention particulière. C'est ce qu'on fait avec la tâche qui permet de donner une intention. Donc, ça, c'est bien important. Vous aurez accès à une petite vidéo aussi qui vous résumera à partir d'exemples ce qu'on dira aujourd'hui. Donc, quelles sont les mesures de soutien nécessaires à la mise en place? Donc, pour que tout ça puisse se réaliser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en classe, surtout pour l'apprentissage de la L2, donc la langue du français? Donc, un petit rappel, avoir recours aux phrases étiquettes. Donc, fournir aux élèves des débuts de phrases en fonction de la tâche qu'on va vivre. Donc, moi, je le mets sous forme d'étiquette, mais ça peut être sous forme de tableau. C'est vous qui choisissez le format. Donc, la stratégie, je vois que. Donc, s'assurer que les élèves ont accès à des débuts de phrases pour soutenir et aussi un mur de mots. Donc, les mots qu'on utilise dans la tâche, on va utiliser la somme, une addition, donc le produit, etc. Et faire des liens avec la L1 de l'enfant. Donc, on voit ici un exemple d'une enseignante qui avait, début d'année, commencé certains mots et les élèves sont venus faire des liens avec leur L1. Donc, ça les aide vraiment beaucoup. Tirer profit aussi d'un dispositif. Ça, Ouais. c'est toi, ça, Marie-Ève. Ben oui, c'est moi, ça. Je vais relire mes notes pour me reprendre. Vas-y. Parfait. Alors, ben oui, en fait, le dispositif là, du pense-parle-partage, c'est un dispositif que probablement plein de monde connaît. Puis c'est un dispositif qui peut être utilisé dans toutes sortes de conversations mathématiques. Puis je pense que pour les élèves qui sont en acquisition de la langue, en fait, c'est intéressant ce dispositif-là parce qu'il y a un premier temps où tu viens penser, où tu peux même venir penser dans ta langue d'origine, tu viens réfléchir
aussi penser à ta prise de parole. Ensuite, on a un niveau supérieur de soutien qui est le parle avec le collègue. Encore une fois, on peut s'appuyer les uns sur les autres, faire des dyades justement qui parlent la même langue pour que les élèves soient capables de s'expliquer, de construire aussi leur raisonnement. Puis ensuite, on a le partage qui vient venir rendre, en fait, un autre niveau de soutien qui est le collectif de la classe, en fait, du vocabulaire que certains ont maîtrisé, que d'autres vont apprendre, en fait, de toute cette espèce dans le fond, de progression, en fait, vient soutenir les élèves. Puis ça peut être fait autant dans une tâche, dans un cahier, par exemple, que dans une tâche comme on va présenter tout au long de la rencontre aujourd'hui, en fait. Donc, c'est vraiment comme un dispositif qui est très intéressant à mettre en place là, à différents moments dans la vie mathématique. Puis aussi, il y a l'idée de se servir du questionnement pour amener la réflexion chez les élèves. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de venir répondre une question par une question. Bien sûr, il faut toujours s'assurer que les élèves ils comprennent la question, ils comprennent le vocabulaire utilisé, mais l'idée, c'est vraiment de relancer, de venir mettre l'élève dans une posture de réflexion plutôt que de lui donner la réponse. Donc ici, on a comme plein d'exemples de questions de peux-tu me montrer, qu'est-ce qui arrive, si je te dis ça, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, vraiment, on voit que l'idée, c'est d'engager cognitivement l'élève et non de venir faire à la place de l'élève. Puis tout ça, en posant des questions, bien, on développe le vocabulaire, on développe la capacité à l'élève de parler, de s'exprimer et tout ça. Donc, c'est vraiment comme trois dispositifs, en fait, trois soutiens qui sont vraiment intéressants là, pour nos élèves. Maintenant, on avait vu 3 intentions, dans le fond, dans le petit diagramme que Claudine elle a présenté au début, et 3 intentions, en fait, de la résolution de problèmes. Puis une des premières, c'est vraiment résoudre des problèmes pour développer des stratégies. Puis ici, il y a la petite phrase du référentiel, là, que la résolution de problèmes devient un contexte pour l'enseignement et l'apprentissage de stratégies cognitives et métacognitives. Donc, c'est vraiment, en fait, la résolution de problèmes, le développement de stratégie, en fait, est vraiment la résolution de problèmes est un bel endroit pour développer des stratégies. Je vais finir par y arriver, en fait. Puis là, ce qu'on voulait vous donner, c'était vraiment des exemples qui peuvent être faits tant pour le primaire que le secondaire. Donc ici, c'est un problème mathématique qui est assez simple, dans lequel les élèves vont se plonger et il peut y avoir une diversité de stratégies possibles. Des stratégies qui sont d'ordre du premier cycle, par exemple, ou d'ordre deuxième cycle, parce que c'est le matériel base 10, mais en fait, ça peut être aussi des stratégies plus élaborées au secondaire où les élèves vont avoir une diversité de réponses. Donc, c'est vraiment intéressant de venir prendre, en fait, de retirer toutes les stratégies qui ont été mobilisées dans ce type de problème. Ensuite, ici, en fait, on va vous montrer 3 exemples, là, en fait, de problèmes qui sont aussi des problèmes qui sont assez ouverts, où chaque élève peut tirer son compte, en fait, utiliser la stratégie qu'il souhaite pour être capable de le résoudre. Puis, ça permet aussi aux élèves d'ouvrir la discussion. Donc, quand on les met ensemble pour échanger sur leur stratégie, en fait, ça leur permet là, vraiment de venir discuter. Puis là, encore une fois, on a un beau contexte, en fait, pour développer l'apprentissage de la langue, en fait. Je pense que... Toutes ces tâches-là vont vous être accessibles si jamais vous ne les connaissez pas déjà. Et puis, dans certaines tâches, on a du matériel aussi de manipulation pour soutenir des fois le raisonnement chez les élèves. Donc, tout ça vous sera fourni là, dans un lien que j'enverrai à François et qui pourra vous renvoyer. Claudine, en relisant mes notes, là, en fait, ce que ça permet de faire, ces tâches-là, c'est faire un retour, en fait, sur les stratégies. Puis là, je vais vous amener sur des tableaux d'ancrage. Donc, on a tendance à penser à des tableaux d'ancrage en français, mais en mathématiques, on peut aussi faire des tableaux d'ancrage où on va noter les stratégies qui pourront ensuite être ressorties dans un deuxième temps. Puis là, on y fait référence, on revient sur les stratégies qu'on a déjà mobilisées. Donc, ça devient un répertoire de classe, en fait. Encore une fois, on profite de la force du groupe pour apprendre des stratégies. Donc, c'est ça que j'avais en tête. Excellent. Donc, le partage, cette partie-là est très importante. Hein? Ce n'est pas juste d'avoir des stratégies pour soi, mais c'est d'être en mesure de les partager. François? Ton micro. Trompé de bouton. OK.
Tu lis sur les lèvres, bravo. Donc, on y va avec la deuxième intention. Non, c'est pas vrai. Donc, en fait, une autre façon de les vivre, hein, on est habitué de travailler beaucoup assis au bureau, mais n'oubliez pas de faire bouger vos élèves autant au primaire qu'au secondaire. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les tableaux verticaux, là, donc les surfaces verticales non permanentes, qui permet, là, vous avez une photo, là, bon, ici, c'était plus en classe régulière, là, vous aurez la chance de voir des élèves aussi en classe d'accueil, mais on voit les élèves travailler debout à des tableaux. Donc, les tableaux verticaux amènent vraiment un engagement chez les élèves. Donc, ça permet de faire des équipes là, aléatoires et les élèves s'engagent dans la tâche. Et ce que ça permet aussi, ça permet aux élèves d'observer chez l'enseignant les élèves qui se retirent. Donc, on voit très bien un élève debout, c'est facile à voir, il se retire du tableau, donc il est en train de se désengager. Donc, c'est plus facile d'intervenir et de s'assurer qu'il se réengage dans la tâche. Donc, on veut vraiment un engagement de tous les élèves. Ça, c'est un petit tableau qui vous sera aussi distribué. Donc, comment expliquer aux élèves, c'est quoi les attentes face à un tableau verticaux aussi, comment on travaille en tableau verticaux. Donc, voilà, vous pourrez regarder ça. Donc, faites varier la position de vos élèves. C'est très aidant au niveau de la résolution de problèmes. La deuxième intention, tantôt on a vu, il y avait aussi découvrir un concept, donc résoudre des problèmes pour découvrir un concept. Donc, plusieurs problèmes permettent aux élèves, donc on ne fait pas d'enseignement du concept, donc l'élève découvre le concept en vivant une situation de problème. Donc, ici, par exemple, j'ai une petite tâche qui est toute simple. C'est avec des rouleaux de papier de toilette. Donc, l'élève visualise un ruban à mesurer pour voir la longueur qu'il voit à travers un rouleau. Et plus l'élève ajoute de rouleaux, moins il voit de ruban. Donc, pour la deuxième secondaire, c'est fort intéressant pour travailler la situation inversement proportionnelle. Pour ceux qui sont en classe multiniveau, ben, c'est très bon pour la deuxième, la troisième et même la quatrième secondaire. Donc, ça peut être vécu par l'ensemble du groupe en général si on est en classe multiniveau. Ensuite, il y a aussi, par exemple, un autre exemple qui peut être vécu même au primaire avec une autre intention, peut-être qui n'est pas la découverte de la formule du volume d'un cylindre, mais plus la compréhension de ce que c'est le volume ou la capacité dans ce cas-ci. Que remarques-tu? Quelles questions peut-on se poser? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les élèves, à partir de 3 photos, doivent se questionner. Donc, découvrir combien de béton ça prend pour corriger l'erreur, corriger la rue. Et là, il faut qu'ils se posent des questions. Donc, ils n'ont aucune information. Donc, ils doivent trouver les mesures du cylindre, le diamètre. Ils doivent imaginer ça peut être quelle profondeur, quelle information on va leur donner. Donc, tranquillement, ils découvrent. Et ça peut être vécu, comme je disais, primaire, troisième secondaire, là, quand on aborde le volume. Donc, à partir de 3 photos, c'est tout. L'élève se débrouille, donc il découvre un concept et je peux vous garantir qu'ils le découvrent tous. Ensuite, une autre pour encore des situations proportionnelles qui peuvent. Ah, c'est toi. Non, toi, tu en es l'idée du primaire. Oui, c'est ça. C'est qu'au secondaire, c'est vécu en deuxième secondaire aussi pour la proportion, mais je vais laisser Marie-Ève pour parler aussi que cette tâche-là peut être très bien vécue au primaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est des situations problèmes imagés, hein, puis des expérimentations. Donc, c'est vraiment, ça vient chercher, peu importe le niveau scolaire où on est. En fait, ce que ça fait, c'est que les élèves peuvent utiliser tout ce qu'ils ont à leur portée, en fait, pour être capables de résoudre le problème. Ici, on parle de situations proportionnelles, mais en fait, au primaire, on va développer des préalables, en fait, qui vont permettre aux élèves d'entrer dans des situations proportionnelles au secondaire. Par exemple, ici, les élèves, puis Claudine, elle me racontait une histoire là, des élèves de 6e année qui ont vécu cette situation-là. Puis en fait, comme ce sont des hommes qui sont sur la photo, en fait, ils sont allés mesurer le concierge pour être capables de voir, pour avoir une meilleure idée de c'était quoi la grandeur d'un homme de cet âge-là, en fait, pour être capable de résoudre le problème. Puis, toutes ces tâches-là permettent, en fait, de rendre concret. C'est vraiment imagé. Les élèves peuvent utiliser ce qu'ils ont à leur disposition pour être capables de résoudre le problème. Puis après ça vient à notre tour. C'est à notre tour de venir avec une bonne intention, en sachant ce qu'on veut venir développer. Par exemple, ici, on pourrait venir développer l'idée de fraction. On pourrait même
travailler le dénombrement avec les élèves avec cette tâche-là, puisqu'on pourrait faire dessiner les pieds des enfants, puis essayer de s'imaginer le nombre de fois qu'on viendrait mettre le pied notre pied dans la forme du géant. Donc, on pourrait vraiment avoir différentes intentions. Donc, ce type de tâche-là, c'est ce que ça permet de faire. En fait, mais ça vient aussi permettre de développer toutes les connaissances préalables, puis c'est moins, en fait, c'est plus accessible, en fait, pour faire vivre avec les élèves. Je pense que c'est ça. Puis le concept mathématique qui est bien là, malgré qu'on est juste sous forme d'image. Donc, depuis tantôt, on est pratiquement que sous forme d'image, donc très peu de texte, mais il y a quand même toute une réflexion mathématique derrière la tâche. Et c'est ça qu'on veut travailler avec nos élèves. Quand on parle de résolution de problème, ce n'est pas le nombre de mots qui vient justifier si c'est une résolution de problème ou pas. On est vraiment dans l'idée de tout le concept mathématique qui se cache derrière cette belle image-là. Donc, c'est important, autant avec le gouffre tantôt. Donc, il y en a beaucoup de tâches qui sont imagées. Donc, depuis le début, on ne vous présente que des tâches imagées. Donc, c'est pourtant des tâches qui demandent quand même un développement mathématique important. Puis ce qui permet l'engagement des élèves aussi dans une démarche de résolution de problème. Ils vont être obligés de déployer des stratégies puisqu'ils n'ont pas, en fait, ils ont toute l'énergie pour déployer des stratégies. Ils dépensent moins d'énergie à essayer de comprendre les mots, à surligner ce qui se passe dans le texte. En fait, tout est là. Tout est autour d'eux, puis ils peuvent utiliser les ressources mises à leur disposition pour être capables de vraiment travailler sur la mathématique plus pure, on pourrait dire ça comme ça. Peut-être que je n'ai pas le bon terme, là, mais c'est un peu ça que j'ai en tête. Donc, en fait, ici, on était vraiment dans la découverte d'un concept. Donc, c'est l'élève qui découvre le concept. Hein? Donc, ce n'est pas l'enseignant qui enseigne le concept, c'est l'élève qui découvre le concept pour en arriver à cette diapo qu'on retrouve aussi dans le référentiel. Puis là, c'est tout un ajustement de posture, en fait. Ici, on est comme dans le 20-80. En fait, c'est ce que ça veut dire, c'est que l'enseignant va faire comme un 20 de tâches, puis l'élève va faire un 80 de tâches. Dans le fond, on va partir d'une posture qui est l'enseignant fait, la classe fait, l'élève fait. Puis là, on va aller plus dans l'élève fait, on va profiter de la classe. Puis ensuite, nous, on va venir guider, on va venir asseoir les connaissances. On va venir, tu sais ce que tu viens d'apprendre, c'est, et voilà. Et là, notre apport, en fait, va venir juste solidifier la connaissance, puis les concepts qui ont été travaillés et compris des élèves. Donc, c'est vraiment comme un ajustement, en fait, de notre posture d'enseignant où on veut donc détenir la vérité, mais en fait, c'est l'élève qui devrait développer davantage ses connaissances et particulièrement en mathématiques. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va dans le clavardage, ça va? Oui, pour le moment, tout est beau. C'est plus des commentaires très pertinents comme très peu de texte, haut niveau de raisonnement, intéressant, bon, etc. Fait que les mesdames, continuez. Ça va bien. Merci. Donc, on poursuit. Donc, on va poursuivre avec la dernière intention que vous connaissez davantage. Donc, c'est celle qu'on retrouve davantage dans les classes, qui est vraiment résoudre des problèmes pour résoudre, c'est-à-dire qu'on mobilise et on applique des concepts. Mais peut-on varier le type de problème? Justement, c'est ce qu'on veut vous montrer. Donc, oui, ça, c'est connu. Vous en faites régulièrement, mais peut-on changer le modèle de ce contenu-là? Donc, voici un autre exemple très imagé. Donc, à l'entrée d'un commerce, on vous demande de choisir entre ces deux coupons. Quel coupon choisir et pourquoi? Donc, amener l'élève, dans le fond, à raisonner sur le 20 et le 12 Mais là, de la première vue, ils aiment tous avoir le 20 c'est plus haut que 12 Est-ce suffisant comme justification? Non. Donc, on amène l'élève à trouver par lui-même des exemples. Ce type de tâche-là, on la retrouve souvent. Puis là, il y a des exemples d'achat. On demande de savoir est-ce que c'est quoi. Mais là, on n'y donne rien. L'élève doit trouver lui-même ses exemples et puis essayer de conjecturer un peu. Est-ce que à 100 OK, c'est le 20 Mais si je la jette 200, OK, si je la jette 50, à quel moment il est plus avantageux ou moins avantageux, le 20 ou le 12 Donc, on amène vraiment une réflexion chez les élèves. Donc, peu de texte, mais
réflexion mathématique qui est quand même assez importante et on revient sur le pourcentage et l'argent, en fait. Oui. Tu as utilisé des beaux mots de secondaire, là, conjecture, mais en fait, moi, je l'ai testé avec des élèves qui sont plus de primaire, comme ça, à brûle pour point. Puis c'est vraiment intéressant, de voir la réflexion. Par exemple, un enfant de 6e année me dit, ben, OK, ben là, si ça coûte 2 je vais prendre le 20 ça va être gratuit. Puis après ça, si c'est 12 mais ça dépend. Là, si c'est vraiment sur un gros montant d'argent, ben 20 c'est pas suffisant. Donc, on a vraiment comme une réflexion qui va être autre. Mais en fait, on vient toujours travailler le concept, puis ça s'est fait comme ça, comme en discussion. C'est pas très complexe. Ben, pas très complexe. C'est complexe, mais c'est pas compliqué. C'est ce que je voulais amener. Donc, ça, on ne le lira pas, Marie-Ève, juste à introduire le... C'est ça, en fait, l'idée, c'est les open models. En fait, c'est des résolutions de problèmes à contexte purement mathématique. Et ceci est vraiment comme un petit résumé de ce que c'est. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la prochaine diapo. Et là, c'est à votre tour. Hein, vous pensez avoir fini, hein? Mais non, c'est pas terminé. Donc, l'idée d'un open model, c'est vraiment d'utiliser ici, celui-ci, c'est d'utiliser les chiffres de 2 à 9, des fois de 1 à 9. Ici, c'est 2 à 9. Au plus une seule fois chacun. Et vous devez placer les chiffres dans chaque case pour que cette expression soit vraie. En fait, cette équation soit vraie. Et encore une fois, ben, on a tout le temps nos étiquettes là, pour s'aider à exprimer notre raisonnement. Mais je vais vous laisser quelques minutes, en fait, pour tenter de résoudre la tâche. Puis encore là, la même procédure. Là, vous pouvez écrire vos solutions dans le clavardage ou prendre la parole. Et ici, c'est ce qui est intéressant peut-être de penser, c'est que si vous faites un premier essai et ça ne fonctionne pas, bien, comment vous pouvez partir de votre essai pour en trouver un autre? Donc, le raisonnement doit se faire sur les essais pour aller plus loin dans la réflexion chez l'élève. Donc, comment partir d'un essai? Donc, pas juste essayer toujours du hasard, mais partir de son essai. Puis ce qui est intéressant, c'est de proposer le petit canevas dans le coin à droite. En fait, je ne sais pas si vous, c'est à gauche ou à droite, là, mais en tout cas, moi, c'est à droite. En fait, justement, ce que Claudine dit, ce document-là incite l'élève à faire un essai, à réessayer un autre essai. Puis ce qui est intéressant, c'est tu n'as jamais fini, en fait. Donc, une fois que l'élève a trouvé une première réponse, mais tu peux lui dire, qu'est-ce que tu es capable d'en trouver un autre? Donc, c'est vraiment, ça peut être intéressant là, de les amener justement à faire plusieurs essais. Donc, il y a quelques réponses dans le clavardage. Marie-Josée, donc 2 fois 9 est égal à 54 divisé par 3. Excellent. Donc, les nombres sont répétés une seule fois et c'est bien de 2 à 9. Oui. Est-ce que tu le fais en un seul essai, Marie-Josée, ou tu as fait plusieurs essais? 2 essais. Donc, on peut parfois arriver rapidement, mais parfois, il faut faire plusieurs essais et c'est se questionner. Il y a eu quand même quelque chose qui disait le premier doit être constant, il faut des multiples qui ont plusieurs diviseurs. Très intéressant, effectivement. Donc, c'est d'amener les élèves à faire ces observations-là sur les nombres aussi. Donc, on va juste un peu accélérer, Marie-Ève, parce qu'il est déjà 39, mais j'aime beaucoup le problème du duel de rabais. Bon, on pourra lire ça après. Donc, ici, il y en a plusieurs réponses. Faites attention, il y avait une réponse avec 1 fois quelqu'un. Elle est effacée, je crois. Mais le 1, on n'avait pas le droit d'utiliser le 1. Donc, ça, c'est intéressant parce que les élèves, oh, OK, je retourne, je replonge. Donc, il est obligé de replonger dans son problème, puis on n'a pas de mots. Non, donc, effectivement. Donc, on va juste poursuivre. Oui, va à la prochaine. Bien, en fait, vous avez compris, si tu passes juste à la prochaine, vous avez compris que c'est des problèmes mathématiques, en fait, qui sont possibles d'un niveau scolaire à l'autre, en fait, autant pour la première année que pour le secondaire. Puis ici, ce qu'on vous a amené, c'est un problème d'égalité. En fait, vous voyez un peu celui en bas, c'est assez simple, c'est de l'ordre plus du premier cycle, mais les intentions pédagogiques vont rester les mêmes, donc venir construire le concept d'égalité. Donc, en ayant en tête notre intention, on peut venir différencier notre tâche puis proposer des tâches plus ou moins
difficile, en fait, en termes de données mathématiques à certains élèves dans la classe. Donc, mais on a tous le même type de tâche, puis on peut revenir sur les stratégies, en fait, utilisées. Donc, ça peut être des contextes intéressants. Donc, le maths en 3 temps, je vais aller un petit peu plus rapidement que prévu pour l'expliquer pour ceux qui connaissent le maths en 3 temps. Donc, c'est vraiment sous forme de 3 actes. Donc, le premier acte, on présente une vidéo aux élèves. Donc, je vous montre rapidement. Donc, en fait, ça va arriver. Je présente une vidéo aux élèves. Donc, l'élève regarde une vidéo et il se demande quelles questions je pourrais me poser suite au visionnement de cette vidéo-là. Donc, pour faire différent des cahiers où il y a toujours une question, là, on présente une vidéo et on demande à l'élève de trouver quelle pourrait être la question qu'on se pose face à cette vidéo-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de prendre en note toutes les questions que les élèves ressortent. Et ensemble, on choisit la question la plus commune, mais ça ne veut pas dire qu'on ne répondra pas aux autres questions des élèves. Donc, où la question peut être déjà posée, hein, c'est une variante, là, selon, parce que je l'ai vécu en classe d'accueil où les élèves, ça faisait 1 mois qu'ils étaient arrivés, donc personne ne parlait français. Donc, ça a été quand même ardu d'aller chercher la question des élèves, mais ils sont tous arrivés avec des mots qui nous ont permis de construire des questions. Fait, ils sont capables de le faire. C'est juste qu'il faut prévoir que le temps peut être un petit peu plus long. Donc, à partir de la vidéo, ici, c'était par exemple combien de post-it avons-nous besoin pour recouvrir la surface. Une fois qu'on s'est posé la question dans un maths en 3 temps, les élèves doivent se demander, mais c'est quoi les informations dont j'ai besoin? Hein, dans un cahier d'exercice, tout est déjà là, les informations sont sur le dessin. Là, on dit aux élèves, tu n'as rien, qu'est-ce que tu as besoin pour résoudre la tâche? Donc, en fait, les élèves sont amenés à trouver les informations mathématiques pour répondre à la question. Ensuite, une fois qu'on a discuté ensemble, on peut donner les informations aux élèves, mais Marie-Ève va vous présenter qu'on peut aussi faire différent. On y reviendra. Donc, on peut donner les informations une fois qu'ils nous ont dit ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient besoin. Ensuite, les élèves, bien sûr, résolvent la tâche. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer nos stratégies. Donc, vraiment, c'est là, comment tu as procédé, qu'est-ce que tu as fait. OK, donc, c'est vraiment une discussion de groupe avec des étiquettes ou un mur de mots. Hein, toujours l'utilisation du visuel pour soutenir les élèves. Et il y a toujours une vidéo avec la réponse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas toujours exactement à la réponse de la vidéo. Pourquoi? Mais là, il y a aussi un questionnement mathématique intéressant à voir avec les élèves. Pourquoi moi, je suis arrivée à 1200 puis lui arrive à 935, mettons? Je fais une erreur ou c'est parce qu'il a manqué de précision dans ses post-it? Donc, les maths en 3 temps, très intéressant. C'est la vidéo, pas de mots en français, mais encore une fois, beaucoup de raisonnement derrière la tâche. Et je te laisse avec ça, Oui. Marie-Ève. En fait, ici, on voulait vous amener les pistes de différenciation. Vous savez que, tu sais, on peut différencier des contenus, les moyens, les structures, les productions, en fait. Puis les maths en 3 temps, c'est vraiment comme un beau levier pour venir différencier. En fait, toutes les tâches qu'on vous a proposées sont des bons leviers pour différencier. Mais ici, ce qu'on voulait vous amener, c'est qu'en fonction, par exemple, si je suis au primaire, là, on a vu l'idée du volume. En fait, le maths en 3 temps, c'était vraiment de mesurer comme toute la surface là, du prisme au complet. Mais en fait, on pourrait différencier la question. On pourrait demander, par exemple, combien de post-it on a besoin pour mettre juste sur une surface, la surface plus petite, la surface plus grande. Ensuite, on pourrait choisir, dans le fond, différencier les données mathématiques qui vont être proposées à l'élève. Donc, on part de la même vidéo, mais en fait, on va venir différencier les données qui vont être disponibles. Les élèves pourraient les trouver eux-mêmes, les données. On ne serait même pas obligé de les donner. On pourrait vraiment les trouver, ça pourrait être une activité avec les élèves, à vivre avec les élèves. Ensuite, on va aussi différencier les moyens, le choix de matériel qui va être utilisé. Peut-être qu'on va utiliser notre matériel, justement, là, j'ai mis le matériel multibase. Peut-être que notre unité de mesure va être juste le post-it. En fait, ça va être celui-là, notre unité de mesure. Ensuite, on va venir soutenir nos élèves un peu plus
quand on fait un maths en 3 temps, quand ils vont être plus petits, on va les soutenir davantage, on va les questionner davantage. Puis, on pourrait aussi, justement, en lien avec les productions, le vivre de manière concrète plutôt que de le laisser comme sur une feuille de papier. Donc, on va prendre notre armoire de classe puis on va le vivre pour vrai. Donc, on va vraiment on peut venir différencier ce genre de tâches-là, en fait. C'est pas mal plus facile de venir différencier dans ce type de tâche que de venir ajuster une tâche justement dans un cahier d'activité. Donc, on va. bonjour, oui, bonjour, je pense mesdames. que c'est terminé. OK, excuse-moi, parce qu'il y avait une question. Fait que... OK, mais on va juste, en fait, on va pas faire les dernières diapos. Il y aura d'autres petits documents que vous pourrez lire. En fait, c'était en résumé, c'était quoi un bon problème, là? Donc, un bon problème, c'est très variable, hein? Donc, il est à portée de tous les élèves. Ça, c'est le premier élément clé. Puis, il se prête à l'utilisation de variétés de stratégies. Donc, assurez-vous qu'il peut y avoir place à la discussion. Donc, il restait 2 petites diapos. Je vous inviterai à les regarder, en fait. Voilà. On va peut-être répondre aux questions. Mais Claudine, j'aimerais. Doivent aller dîner. C'est terminé, hein? Mais si tu reviens sur intégrer la résolution de problèmes, j'aimerais ça qu'on y revienne juste quelques secondes. Je sais que c'est terminé, mais quand même. En fait, au début, tu parlais de l'intention de la tâche en fonction du début, du milieu, du pendant. Donc, sachez que, justement, c'est ce qui va faire varier l'intention pédagogique derrière, puis l'intention d'apprentissage derrière la tâche, en fait. Puis je pense que cette diapo-là, on vous encouragerait à aller la revoir le plus en profondeur. C'est tout ce que je voulais ajouter. Je trouvais que c'est important. Ouais. Puis là, Esther a mis, elle a mis le lien vers le site Apprendre et évaluer autrement. Vous le retrouverez aussi dans les ressources. Là,